Voilà. Bonjour Missia, on est en direct là et merci de me rejoindre pour ce moment de partage sur les bonnes résolutions. Est-ce qu'on les tient et est-ce que ça va avec cultiver sa joie dans la vie? Voilà, je te propose de te présenter un petit peu. Bonjour Séverine, merci de m'avoir invitée une nouvelle fois. C'est vraiment une joie pour moi de partager ce moment avec toi et avec ceux qui auront envie de nous regarder maintenant ou plus tard. Oui, je m'appelle Mieczysława Wójcik, Miecia pour les intimes. Je suis thérapeute humaniste et en psychologie énergétique. Je reçois actuellement au centre Champaka à Ixelles et aussi à Waterloo au centre Vitalis. Oui, voilà. Je vais en rester là aujourd'hui. Merci. Ok, merci. Et donc moi, je suis Séverine Dourson, je suis aussi thérapeute humaniste et je suis certifiée en psychologie énergétique clinique. J'anime des ateliers autour de la danse et du mouvement, parce que le mouvement permet de guérir plus vite. Et je reçois moi à Watermal Boisfort, bientôt à Etterbeek, et puis par Zoom aussi. Et pour la danse, on fait ça à l'extérieur ou en salle, ça dépend de ce qui est possible. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des bonnes résolutions, mais aussi de joie. Je voulais juste dire, voilà, j'ai eu la nouvelle ce matin d'un décès dans ma famille, de quelqu'un de très jeune qui m'a un peu affectée. Et ça me repose la question, voilà, la joie, en fait, c'est pas quelque chose d'artificiel. Et même dans cette situation, même si on avait programmé de parler de joie aujourd'hui, oui, je peux la ressentir à travers ça. Et les événements de la vie ramènent vraiment à se poser et à aller chercher au fond des choses. Oui. Une joie plus contemplative, peut-être. Oui, tout à fait. En tout cas, voilà, je suis bien en pensée avec toutes les personnes qui sont affectées par ce décès. Oui, moi aussi, je voudrais juste ajouter que j'ai été touchée par cette annonce aussi. Et voilà, je voudrais juste signaler, partager mon lien de cœur aussi avec toutes les personnes affectées. Merci. Alors, le sujet des bonnes résolutions, je sais qu'on en avait un petit peu discuté et moi je disais qu'en fait, quand on me dit le terme bonne résolution, moi je sens mon estomac qui se serre directement. Et donc, comme s'il y avait là un gros paquet, et je me dis, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, prendre des bonnes résolutions. Pourquoi est-ce que je peux avoir cette réaction que, oups, ça se sert quand je pense aux bonnes résolutions que j'ai pu prendre ou à cette démarche-là. Et de voir aussi comment les bonnes résolutions peuvent nous amener à la joie. Et voilà, je ne sais pas si toi, tu veux partager pour toi, qu'est-ce que c'est prendre des bonnes résolutions et comment tu pratiques ça? Est-ce que tu ressens aussi une boule dans l'estomac quand on en parle? Ce terme-là, il a toujours résonné pour moi, en tout cas jusqu'il y a peu, comme quelque chose de lourd, un peu une montagne presque insurmontable à atteindre, à grimper. Comme si justement il y avait quelque chose dans l'année qui vient de… En général, les bonnes résolutions, on les prend en début d'année ou en fin d'année pour la suivante. Et c'est comme si il y avait eu tellement de choses que j'avais mal faites pendant cette année et où j'avais une espèce de besoin d'expiation ou en tout cas d'amélioration pour les mois à venir. Et donc, c'était les bonnes résolutions à prendre. Ah oui, bon, dans ces domaines-là, j'ai un peu déconné. Donc, cette année, j'y vais, ce sera mieux. Je serai une meilleure personne. C'était aussi, ça résonne un peu comme un peu une obligation. Et donc,
Moi, j'ai des parties de moi, à partir du moment où on leur parle d'obligation, elles se crispent un peu aussi. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui me touche dans ce que tu dis, c'est tu dis oui, c'est comme si avec les bonnes résolutions, je serais une meilleure personne. En fait, moi, ce que je perçois là-dedans, parce que je pense que c'est aussi pour ça qu'à une époque de ma vie, je prenais des bonnes résolutions. J'étais dans cette dynamique-là, un peu comme si j'étais pas une bonne personne, je partais à partir de mon manque et les bonnes résolutions allaient faire que, enfin, si je les maintiens, j'allais devenir quelqu'un de bien. Et donc, la dynamique est tout à fait différente que quand on se met dans, ben voilà, tout est OK en moi, je suis là où j'en suis et c'est valable. Et effectivement, les bonnes résolutions peuvent servir à améliorer des choses dans ma vie, mais c'est le point d'ancrage qui, pour moi, est tout à fait différent là-dedans. Et effectivement, ben, il y a l'estomac qui se serre parce que je risque de pas les maintenir. Et alors, si j'y arrive pas, je vais pas devenir cette meilleure personne que je voudrais être. Oui, voire je vais encore devenir moins bien, puisque j'y serais même pas arrivée. Oui. En tout cas, c'est l'histoire que se racontaient certaines de mes parts, oui. Je le mets au passé parce que cette année, vraiment, en conscience, j'ai vécu ça différemment, de manière plus joyeuse, justement. Oui. Mais pour moi aussi, en fait. Et la dynamique que j'ai eue cette année-ci, fin décembre, de mettre mes intentions pour 2021, c'était des intentions. C'était pas des bonnes résolutions, mais je les ai, pour moi, projetées dans l'avenir comme des intentions et en partant de ce qui me tient vraiment le plus à cœur. Et c'est ça qui me guide quand le temps se déroule et quand les événements viennent et je ne suis pas la même tous les jours. En fait, revenir à ces intentions qui étaient là, ça me remet dans une dynamique qui me permet de la joie. Parce que là, je sens que je pars d'un désir. Je ne pars pas d'un manque en moi. Je ne mets pas les résolutions parce qu'il y a un manque en moi et qu'il faudrait que j'arrive enfin à être bien. Mais je pars d'un désir qui est là et l'intention sort de là. Et donc là, il y a vraiment… En fait, du coup, l'intention devient un guide qui me ramène dans ma joie au cours de l'année et à travers les hauts et les bas. Parce que la vie n'est pas toujours stable et donc il y a des hauts, il y a des bas à travers tout ce que je vis. Oui, ça me touche ce que tu partages, Séverine, en parlant d'intention, en fait, parce que l'intention, j'y vois aussi beaucoup de douceur dans la manière dont tu partages ça, de douceur vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis du monde qui t'entoure. Et puis le désir, c'est quelque chose en tout cas chez moi, dans ma vision du monde, qui a une connotation positive aussi et qui justement peut renforcer la joie et ça peut même créer peut-être d'un cercle vertueux, c'est-à-dire si je pars d'un désir et que je pose une intention, ça crée de la joie, mais du coup la joie peut m'amener encore d'autres désirs ou peut-être me faire simplement avancer vers la matérialisation de ces intentions. Oui. Oui, et quand tu parles de joie et de douceur, en fait, la joie et la douceur peuvent être elles-mêmes des intentions. Ça peut être une intention pour cette année, revenir et garder la joie. Le monde n'est pas spécialement évident ces années-ci, mais en développant l'intention, moi, ce que je sens aussi, c'est que c'est une force intérieure. Ça vient d'une force intérieure. Et ça me permet de revenir beaucoup plus facilement dans mon centre quand il y a des événements déstabilisants. Oui, oui, c'est chouette. La force intérieure, une force tranquille, déterminée. Alors, je ne sais pas pour toi, est-ce que tu as écrit quelque chose? Tu as fait un processus d'écriture sur tes intentions ou sur tes… Alors, les voici dans mon petit carnet. Je n'ai pas encore complètement fini de le décorer, mais ça fait partie de mes intentions qui seront
Ça, ce sera dans les prochains jours, ce sera réalisé. Euh, oui, cette année, j'ai pris du temps en fait. J'ai pris du temps pour ça, où je me suis créé un petit cocon rien que pour moi. Et rien que ça, déjà, ça a généré beaucoup de joie. D'avoir pu le faire, déjà la préparation, tout le cheminement vers cet instant-là, c'était un peu aussi, c'est un peu comme les enfants quand ils attendent Saint-Nicolas. Euh, plus l'heure approche et plus il y a une espèce d'excitation, de joie, il y a toute cette curiosité qui arrive. Tiens, comment ça va se passer? Ça va être chouette de toute façon parce que, enfin voilà, ça ne peut être que chouette, hein, Saint-Nicolas. Donc, et donc c'était un peu le cheminement que j'ai vécu cette année. Du coup, l'ancrage de base pour poser ces intentions, moi j'y vois, je suis partie d'une vision, moi. D'une vision, tiens, comment je veux que ça se passe les prochains mois pour moi. Et de là, c'est dégager une structure, c'est-à-dire que j'ai pris, ça a été très systématique. Une fois que je me suis posée, c'était parti par aspect de ma vie. Et elles se sont écrites, tout s'est écrit presque tout seul. C'était pas de l'écriture automatique, mais parce qu'il y avait quand même beaucoup de conscience là-dedans. Mais oui, voilà, c'est parti de là. J'en profite juste pour dire qu'il y a Sylvie qui fait un petit coucou. Coucou Sylvie, je ne sais pas écrire dans le chat, mais on a bien vu. Salut Sylvie. Et je trouve ça vraiment intéressant aussi ce que tu dis sur cette vision et puis la structure. Du coup, il y a une structure qui vient. Ce que je sens quand tu dis ça, c'est comme si, en fait, oui, c'est important d'avoir une structure, d'avoir de l'organisation, mais qu'en fait, cette organisation est au service de la vie, qu'elle est au service d'une vision. Et c'est là que la relation à tout ce qui est structure, discipline, résolution change aussi. On en a besoin pour avancer vers notre vision. Et tout à fait. Je te rejoins tout à fait là-dessus, Séverine. Et j'ai envie de dire que cette structure, elle n'est pas nécessairement… enfin, je vais parler en positivement, c'est que cette structure, elle est souple en fait. Elle peut très bien, elle est résiliente. C'est-à-dire qu'elle peut, un peu comme un caoutchouc, un peu se rétracter par moment ou bien s'élargir à d'autres. Et elle peut aussi mener au cercle vertueux avec la joie en fait. Je reviens avec ça, mais c'est vraiment… je trouve que la joie de pouvoir commencer quelque chose, de peut-être de poser ses intentions ou d'y voir une vision et puis ça avancer vers ces azimuts. Je pense qu'à chaque pas est une petite victoire quand on y arrive et donc ça ramène de la joie et cette joie peut être aussi de nouveau une propulsion vers le pas suivant. Et c'est vraiment d'où, je pense, oui, l'importance d'avoir allez, au minimum une vision et quelques intentions posées et, ou bien la structure. Ça dépend un peu comment de chacun. Ça peut être des désirs, des tendances, des rêves, une structure, un squelette, des intentions, vraiment que chacun il pose les mots qui lui conviennent. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment important parce que je me rends compte que parfois dans la vie des gens, dans ma vie aussi, en fait, j'ai essayé de construire à l'envers. Et tout ce qui se matérialise dans la réalité, quelque part, a d'abord existé à un autre niveau. Et la vision, c'est ça aussi. Et sans cette vision, c'est vraiment compliqué de construire bien, en fait. Oui, mais tout à fait. Tout à fait. J'ai envie d'enchaîner parce que je trouve que c'est peut-être un moment opportun dans notre échange avec… je t'avais dit que je préparerais un petit contenu sur la méthode Walt Disney. Et pourquoi elle me parle, cette méthode? Tout d'abord, rien que parce que le nom Walt Disney, chez moi, ça renvoie de nouveau à l'enfance et à toute la joie que j'ai pu vivre, en tout cas,
en regardant les dessins animés ou enfin, voilà, avec tous ces personnages que Walt Disney a imaginés. Et cette méthode, elle doit son nom à un monsieur qui s'appelle Robert Dilts, qui est une pointure de la PNL en fait. Parce que du coup, j'ai un petit peu, je fais quelques recherches. Voilà où j'en suis arrivée. Et donc, ce monsieur, il a un peu analysé plusieurs esprits dits de génie, tels que Mozart, Léonard de Vinci, Einstein et notamment Walt Disney. Et il en a créé des méthodes qu'il met en place comme un outil de PNL aussi. Et la méthode Walt Disney ici, pour ceux qui connaissent les positions perceptuelles, c'est un peu un cas particulier de ça. Alors, en quoi ça consiste? C'est un jeu de rôle qui stimule la créativité et qui est utilisé pour justement mener à la concrétisation d'un projet ou d'une idée ou peut-être la résolution aussi de problèmes quand ils se posent. C'est une méthode qui peut être utilisée en individuel avec une seule personne ou bien aussi dans la gestion de groupe. Elle est très utilisée, en tout cas, ça fonctionne très très bien, par exemple, pour les équipes autogérées, où à un moment donné, eh bien, bon, maintenant je vais en venir un peu pourquoi ça fonctionne bien dans ces cas-là, par exemple. Donc, en fait, il y a 3 personnages qui rentrent en jeu dans ce jeu de rôle. Il y a d'abord le rêveur. Oui. Ah, alors oui, parce que ce que je veux dire, c'est que Robert Dilts a dit de Walt Disney que, en fait, il existe 3 Walt. Ah, oui. Le rêveur, le réaliste et le critique. Oui. Et donc, et de là vient cette méthode de Walt Disney avec les 3 personnages principaux. Donc, le rêveur, lui, alors, il faut, bien entendu, c'est sûr que il y a un fil conducteur dans tout ça, et donc c'est soit le projet à mettre en place, soit le problème à résoudre, et donc c'est toujours autour de ça que chaque personnage va prendre son rôle. Donc le rêveur, il va imaginer vraiment, il va donner toutes les solutions qui lui passent par la tête, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le rêveur, c'est que vraiment, lui, il fait pas attention. Est-ce réalisable ou pas? Non, ça n'a aucune importance. Quand on prend ce rôle-là, vraiment, on va jusqu'au bout des rêves. Donc, on donne toutes les solutions qui nous passent par la tête pour… C'est pas encore la réalisation dans le concret. On vient d'abord dans la rêverie, enfin, ce qui est immatériel, en fait. Tout à fait. Ensuite vient le critique. Alors, le critique, il porte très bien son nom, c'est-à-dire qu'il va provoquer tout ce qui a été déposé par le rêveur. Il va venir chercher… vraiment minutieusement chaque erreur potentielle, chaque accroc, chaque endroit où le plan pourrait ne pas se réaliser. Et la demande qui lui est formulée, c'est que sa critique reste constructive et positive. C'est-à-dire qu'il ne vient pas juste pour le plaisir de dézinguer le plan, mais vient vraiment donner des avis et dire bah, là, ça risque de ne pas fonctionner parce que, ou bien, enfin bon, voilà. Vraiment une critique. Et le 3e personnage, c'est le réaliste. Alors lui, il est pragmatique et pratique. Donc, il est focus solution. Et dans tout ce qui a été déposé par le rêveur et par le critique, il va un peu rassembler toutes ces informations et mettre au point un plan d'action. Donc, en prenant en compte les ressources humaines, matérielles, toutes sortes d'autres, tout ce qui fait partie du plan, du projet, ou bien de la situation problématique. Et il va prendre en compte aussi le cadre, les conditions dans lesquelles c'est réalisable. Oui. Et lui, vraiment, il va mettre au point quelque chose de très concret qui pourra être mis en place et matérialisé. Alors, en général, cette méthode, quand elle est utilisée, on utilise encore, on vient mettre un 4e personnage qui est, lui, dit neutre et qui a un rôle d'observateur et ou de conseiller. Et comment ça se passe? C'est que chaque personne qui est impliquée dans le projet va prendre à tour de rôle
chacune des positions. Et on commence par le neutre pour avoir vraiment une vision méta, globale de la situation. Et là, sans prendre position, vraiment, on observe. Et puis, on passe par les 3 personnages actifs et on retermine sur la position neutre de manière à pouvoir faire une synthèse et se dire, bon, ok, maintenant, j'ai toutes les infos dont j'avais besoin ou que j'ai pu en tout cas récolter au maximum. Voilà en quoi consiste cette méthode et elle est assez chouette. D'après ce que j'ai pu expérimenter moi-même et lire aussi entre-temps, ça porte assez bien ses fruits. Donc voilà, j'invite qui veut à expérimenter. Oui. Je trouve que c'est un outil très, très intéressant, très utile pour pouvoir à la fois être dans le rêve et dans la vision, tout en étant aussi, en mettant une courroie entre ce rêve et la réalité pour réaliser. Et oui, quelque chose aussi que j'avais envie d'ajouter par rapport à ça, à la structure et à l'organisation, c'est que quand on arrive à ce niveau-là, pour moi, c'est aussi important de se mettre des objectifs qui ne soient pas trop grands, suffisamment les petits pas en fait, parce que justement, si je me mets quelque chose de trop grand pour la journée, bien en fait, je ne vais pas savoir le faire. Et à l'intérieur de moi, ça va dire, mais il y a un truc qui ne va pas là, on veut faire quelque chose de grand, mais ça foire. Et donc, mon système intérieur, c'est peut-être pour ça qu'il y a des époques où les bonnes résolutions, ça serrait l'estomac. Parce que la barre était mise tellement haut que de toute façon, ça me mettait en échec. Et quand tu parles de ce Walt Disney, moi, j'ai une autre méthode que j'ai utilisée avec des groupes, mais qui pourrait aussi s'utiliser pour ces projets personnels, je pense. Et ça vient d'Édouard de Bono. C'est les chapeaux de Bono. Et j'ai bien aimé animer ou participer à des groupes où on utilisait ça. J'ai une petite image ici, je pense qu'on peut la voir. Il y a 6 chapeaux. Alors, selon le temps qu'on a, on les utilise. Excuse-moi, remonter 2-3 cm ta page, la feuille. Voilà, nickel. Mais donc, en vrai, on a vraiment les chapeaux avec nous. Et il y a 6 chapeaux, on n'a pas toujours le temps de tous les utiliser. Mais tu parlais du neutre, et ben, il y a le premier chapeau qu'on va mettre. Et on le met vraiment pour sentir qu'on est dans cette dynamique-là. C'est un chapeau blanc qui donne justement cette neutralité. Et là, quand on a le chapeau blanc, on va pouvoir donner tout ce qui est fait, informations dont on a besoin pour le projet. Et puis, on met le chapeau rouge, où chacun peut déposer ses émotions par rapport à ce qui se passe. Et il est important. C'est le moment où si on a de la colère, on va se permettre de la dire. Si on a de la peur, on va la sortir aussi. Si on a de l'enthousiasme, une joie débordante aussi. Après avoir pu déposer ses émotions, et s'il y a un trop-plein qu'il ait pu aussi être entendu par le groupe et pris en compte, on va mettre le chapeau vert, qui est celui de la créativité. Et ça résonne fort avec Walt Disney, là. C'est vraiment c'est la même chose en fait que le personnage de Walt Disney, la créativité, où là on se laisse vraiment rêver, il n'y a pas de limite et tout le monde donne ses idées. Et et on met le chapeau. Et si à un moment donné quelqu'un émet de la critique, on lui dit là tu es déjà dans le chapeau suivant, reviens au chapeau vert. Parce que le chapeau suivant c'est le noir. Et là celui qui parle va mettre le chapeau noir pour faire sa critique. Et après le chapeau noir va venir le jaune, où là, par contre, c'est l'optimisme. Et donc, on revient de nouveau vers le rêve, mais après être passé par la critique, après avoir vu les risques, les dangers, on se permet d'être vraiment dans l'optimisme par rapport à ce qu'on veut faire. Et donc, en fait, c'est un optimisme, mais qui est ancré, qui est déjà beaucoup plus ancré dans la réalité. Et puis, on passe à l'organisation, la structure. Et donc, dans ce processus-là, l'organisation, la structure vient à la fin. Et puis, évidemment, quand on va commencer la réalisation, c'est l'organisation aussi qui va relancer les choses, quoi. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ces personnages, c'est que chez moi, ça résonne avec tu vois, comme si il y avait des cycles. Enfin, dans la vie, tout est cyclique. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Et on voit, il y a le jour, il y a la nuit, il y a les saisons, la nature a son cycle. Et donc, nous aussi, on a notre cycle pour pouvoir avancer.
et on n'a pas la même énergie en hiver qu'au printemps. Et, j'ai envie de dire aussi, en tant que femme, on vit le cycle féminin d'une manière très particulière. Et il y a une phase du cycle de la femme d'ailleurs. C'est très étonnant. Moi, j'ai observé ça et puis j'ai confirmé ça en écoutant des personnes qui avaient étudié tous ces sujets-là. En fait, il y a une phase très critique. Et les conseils à ce moment-là, c'est justement de ne pas prendre trop de décisions parce qu'on est dans le chapeau noir. Et alors, très étonnamment, les gens peuvent penser que c'est avant les règles que la femme est dans la phase critique, mais pas du tout, c'est après. Et il y a toute cette phase où il vaut mieux noter les critiques qu'on a et attendre que l'enthousiasme revienne pour que à ce moment-là, on peut reprendre ces critiques qu'on a notées et voir avec l'enthousiasme en même temps, tiens, est-ce qu'elle était adaptée ou pas? Mais pas prendre les décisions au moment où on est dans cette phase-là, quoi. Oui, ça résonne chez moi ce que tu dis là par rapport au cycle de la femme, Séverine. Oui. C'est vrai que par moments, ça peut être assez fort comme vécu. Peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, je sais qu'il y a des périodes chez moi où c'est assez. Le vécu est fort, oui. Oui, parce que tu sais, j'avais noté moi j'oublie parfois les termes, mais j'avais noté ici, on appelle ça la phase lutéale. Et elle dure entre 10 et 15 jours. Donc c'est un moment assez long dans le cycle. Oui, c'est presque la moitié finalement. Hein. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si... oui, peut-être qu'on pourrait aussi dire, pour terminer, je parlais tout à l'heure, avant qu'on commence, tu me disais que toi, tu avais des choses que tu fais chaque jour et qui t'aident en fait par rapport à cette question des résolutions et de la joie. Oui. J'aime la notion des petits pas que tu as évoqués tout à l'heure. Et moi, je la répète très souvent autour de moi quand je rencontre une personne qui s'imagine qu'elle doit poser le pied au sommet de l'Everest en un pas. C'est un peu ça l'image que je vois où c'est quelque chose paraît tellement insurmontable en fait. Et ça m'arrive aussi, hein, donc et donc moi, ce qui me permet et aussi de m'organiser des bulles d'oxygène du coup dans mon quotidien, c'est de visualiser ma journée. Et donc je le fais soit le soir, soit le matin. Donc le soir avant de me mettre au lit. Je fais pas ça dans le lit par contre. Enfin après chacun fait comme bon lui semble. Moi j'aime le faire avant l'heure du coucher. Et je regarde un peu si j'ai encore quelque chose à préparer éventuellement, parce qu'alors je peux le faire et me coucher du coup détendue, parce que j'ai préparé ma journée du lendemain. Parfois, il m'arrive de faire et le soir et le matin quand j'ai des périodes plus chargées. Alors, ça me permet de m'ancrer et de vraiment focaliser sur un peu hiérarchiser les priorités en fin de compte. Et ça me permet une gestion du temps et des ressources, notamment les miennes intérieures aussi. C'est une manière de gérer le stress. En tout cas, moi, j'en ai vachement moins quand je fais comme ça. Et de m'octroyer des petits moments de répit aussi, même si aussi les jours où l'agenda est serré, par exemple. Et ça apporte de la joie et ça permet de mettre du fun dans la manière dont je vis les choses, ce qui est pour moi très important. Donc voilà. Oui, en fait, c'est faire vivre on parle de structure, mais ce que j'entends quand tu dis ça, c'est faire vivre la structure au quotidien, la réadapter aussi avec comment tu te sens aujourd'hui. Ça va être... Quels sont les petits pas à prévoir qui vont te mettre en succès aussi? Ben, tout à fait. Et tout ça, et du coup, c'est ça la souplesse aussi de la structure, c'est que c'est adaptable à l'humeur du moment, oui, ou bien à la forme aussi. Parfois, on peut avoir simplement une baisse énergétique, toutes sortes de raisons. Oui, tout à fait.
Oui, et je trouve ça très intéressant de partager ça aussi, parce qu'il y a des personnes à qui ça peut parler. Et je pense que c'est un pas important. Notre inconscient, si on ne lui donne pas des petits succès, eh ben, il nous emmène dans le manque de confiance en nous. Il nous entraîne vers ben, je ne vais jamais y arriver. Comme tu disais, grimper l'Everest en un coup, ben, forcément, ça entretient une vision de soi-même très négative. Alors qu'en fait, en faisant les petits pas, ben, le petit pas, il est déjà sur l'Everest. On est déjà et c'est ce pas-là aujourd'hui qui est important. Et il y a quelque chose que je fais aussi maintenant depuis quelques semaines de manière plus systématique, c'est le soir, reconnaître ce que j'ai fait pendant la journée. De prendre le temps de moi-même reconnaître et de dire merci. C'est la gratitude, dire merci pour ce que j'ai reçu dans la journée. Et ça peut être au niveau de ce que j'ai fait, mais aussi c'est tout bête, hein, mais par exemple, j'ai une plante chez moi qui donne très rarement des fleurs. La semaine dernière, et un jour, elle m'a donné 3 fleurs en un coup. Et j'ai senti une joie incroyable. Et ben, c'est le genre de choses que je vais célébrer le soir. Cette fleur qui donne très peu de fleurs, m'en a donné 3 en un coup aujourd'hui. On a donné 3 et voilà. C'est vraiment des petites choses comme ça. Dire merci pour ça. Ça nourrit. Et puis le matin, du coup, quand je me réveille, moi, c'est le matin que je vois, tiens, aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais je peux revenir aussi sur ce pourquoi j'ai remercié la veille avant de faire ça. Oui, oui, je suis très touchée par l'histoire de ta plante, Séverine. Donc, j'ai envie de partager ta joie là à l'instant. C'est vraiment, ouais. Et oui, en effet, je pense que les deux approches sont complémentaires en fin de compte et que ça peut très bien, sans mettre la pression du tout, parce qu'on peut faire ou l'un ou l'autre ou les deux, mais en effet, reconnaître et dire merci pour ce qui est. En fait, ça renforce aussi tout ça, l'estime de soi, les petites victoires, célébrer chaque pas, chaque petit pas, c'est vraiment important. Ouais. Ça nourrit la vision aussi, ça nourrit la joie. Hein. La joie, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, de façon magique. C'est quelque chose qu'on peut vraiment aussi nourrir et reconnaître. Pour moi, c'est une forme de reconnaissance, la joie. Oui, tout à fait. Oui. Bien sur ça. En tout cas, je te souhaite à toi et puis à toutes les personnes qui ont écouté ou qui écouteront de pouvoir maintenir aussi cette dynamique d'être dans la joie, d'avoir des petits pas, des petites résolutions qui vont vers ce qui vous tient vraiment à cœur et de pouvoir avancer avec ça. Et je pense que cette année-ci encore, on aura bien besoin de trouver notre stabilité intérieure et de ne pas attendre qu'elle nous vienne de tout ce qui se passe. Oui, tout à fait. La joie peut et nourrir le reste et être aussi un point d'ancrage. Elle peut s'auto-nourrir et renforcer le reste. Oui. Je souhaite beaucoup de joie à tout le monde aussi. Je vois Sylvie qui réagit et qui dit qu'il y a différentes formes de joie et il y a des joies spontanées aussi. Et oui, tout à fait, il y a des joies spontanées. Et quelque part, on nourrit de pouvoir recevoir la joie et il y a aussi des joies tout à fait spontanées qui viennent. Ouais. Oui, oui. Celle de nos petits-enfants intérieurs. Avec la spontanéité et la créativité aussi. Bon, eh bien, merci Sylvie pour cet apport. Merci de compléter avec ça. Et Nicia, merci aussi. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Oui, bon après-midi. À Merci bientôt. Séverine. Ah oui, pour ceux qui écoutent, j'en profite aussi pour dire qu'il y aura un live mardi prochain, très intéressant. Écoutez, ce sera avec Florent Deschausse qui va nous parler de la perte gémellaire. Êtes-vous un jumeau né seul? C'est le titre de son dernier livre qui vient de sortir en janvier. Et pour tous les thérapeutes, mais même bien plus large que ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'entendre ce qu'il a à dire à ce niveau-là. Voilà, c'est un nouvel éclairage. À bientôt!
Salut.